ordinateur? Ouais. Essaye peut-être du téléphone? Non, ça va pas marcher sur le téléphone. En fait, il dit qu'il y a trop de monde pour que je puisse mettre mon micro et ma caméra. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre ça. Alors, est-ce que Mathieu a une solution? Mathieu aux commandes, là. Elle, tu peux nous aider ou pas? De travail d'équipe. Mais souvent, une tablette ou un téléphone, ça marche mieux. Pas de solution. Ok. Bah, si c'est une histoire de nombre, on n'a qu'à tous couper les Non, je caméras. pense pas que ce soit une histoire de nombre parce que j'en vois Ouais. d'autres qui arrivent au fur et à mesure et je vois leur caméra. Ouais, pourquoi pas. Moi. Prends ton téléphone, Nico, peut-être? Change. Avec le téléphone, ça marche mieux. Bah, si on peut faire un dernier essai avec le téléphone ou un autre ordinateur, c'est super. Sinon, bah, au moins, on t'entend. C'est déjà ça. Ouais, mais quand même, c'est pas cool. Bah non, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait. Donc, En présente. plus, tu avais dit que tu serais torse nu et tout. Enfin, tu vois, nous, on a fait un teasing un peu. Parce que là, ça marche. Non. Non. Tu nous vois, toi? Mais ouais, moi, je vous vois tous. Moi, je vous vois tous. Il est bien aimable, mais on a autre chose à foutre que d'attendre. Et Est-ce déjà, qu'il y a 20%, vraiment- Est-ce qu'il y a vraiment une caméra sur cet ordinateur? Déjà. Ouais, oui, non, mais je l'ai vérifié hier, justement. Donc, c'est pour ça que ça m'agace un petit peu, quoi. Je comprends pas pourquoi. Attendez. Mais une fois que je suis chez vous, après, j'ai autre chose. Attends. Tac. Bon, ça change pas grand-chose, quoi. moi, je prendrais le téléphone. Ouais, mais non, ça marche pas, mon téléphone. T'es en Wi-Fi, Nico? Demande Mathieu. Ou t'es en... Ouais, bah oui, t'es en Wi-Fi, forcément. Mais ouais. Oh, c'est pas rigolo. Hmm. Je cherche, hein, je ne suis pas en train de rien faire. Hein. Non, mais on aurait dû te harceler ce matin pour qu'on le fasse ce matin, tu vois. Aucune chance, vous n'avez pas le temps. Tu peux pas prendre le téléphone de ta femme? Elle n'est pas là. Ah. Tu faut que je te téléphone à quelqu'un dans la rue? Ouais, du coup, il reprendra l'ascenseur. T'as pas de voisin? Maintenant. Du coup, Ingrid, elle est partie. Elle a quitté la réunion. Oui, ouais, mais je la comprends. C'est énervant. Non. Ah, elle est revenue. Ouais. Je réessaye une dernière fois. Ouais, essaie de déconnecter et de revenir. Ouais. Sinon, on a un autre invité sous le coude, c'est pas grave, on va switcher un carreau. Pauvre Nicolas. Ah ouais, non, c'est pas drôle. Ouais. Bon, après, si jamais ça marche pas, tant pis. Il faut qu'on fasse sans la vidéo. C'est dommage, mais c'est mieux que de pas la voir, non? En plus, il n'a même pas mis une belle photo de profil. Rien, on n'a rien, quoi. On a l'écran noir. Bah là, du coup, t'as plus rien. Alors, qui a Je vais terminé montrer son Franck livre à l'envers. Ah oui. Pour le Qui a danger. terminé Franck Buis, pardon, tout à l'heure, j'ai entendu. Moi. Oh, Christine. c'est dur de voir qui est moi. Christine. Ah, ok. Ça vous a plu? Déjà, tu peux me dire tu si tu veux, Caroline. Ok. Mais non, c'est pas mon préféré. Ok. Il y a des petites choses qui m'ont gênée. J'ai pas accroché comme d'habitude. Ok. Même C'est l'un si des j'avais premiers vu, bémols que j'ai pour le livre. Hein. ils vont dire quelque chose. Enfin, ils vendent sa chronique superbe ainsi que Aude. Mais ouais, moi, il y a 2-3 trucs où j'ai pas accroché. Ça arrive. C'est Bah dommage, ouais. ça arrive parce qu'il a une écriture magnifique. Moi, j'adore son écriture. Mais après, c'est vrai qu'après N'est d'aucune femme, c'était la barre était très haute, en fait. Oui, oui, non, tout à fait. Pauline, tu dis quoi? Pauline.
Et toi, Caro, t'as commencé quoi? Moi, j'ai fini le Carisi tout à l'heure. Voilà. Mais du coup, tu démarres quoi? Eh ben, Non, mais moi je veux savoir le Carisi, ça va? Parce Ouais. que c'est des fois inégal. Incroyable. donc, Ouais, eh ben, je les ai pas tous aimés, mais celui-là est très très bon. Ok. Tu vas le lire, toi, Yvan? Bah maintenant je lis plus, non? Ah. Parce que moi, tu m'as donné envie de le lire en disant qu'il faisait peur, quoi. Non, franchement, il m'a vraiment plu et il m'a vraiment fait flipper. Et Nico, on te voit toujours pas. Mais ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, j'ai compris pourquoi. mais- Ah si, ça y est. Alléluia. Trop bien. Ça y est, on te Attends, je voit. prends une capture d'écran avant qu'on le perde. Non, mais- parce qu'en fait, bon, après, on s'en fout, mais j'ai Google Chrome qui est ouvert 10 fois sur mon ordinateur. Putain. Bon, bah écoute, bravo, bienvenue. Il est 20h15. Allez, au revoir. Allez, tout va bien. Bah écoute, ouais, tout va bien. Je sais même pas quelle heure il est, j'ai pas de montre. Bah du coup, on va Il attaquer. est 7h10, mais tout va bien, tout va bien. Nico, ça y est, t'as repris ton souffle, c'est bon? Ouais. Il est reparti. Ah non! Il a quitté la réunion. C'est pas vrai. Mais pourquoi? Il avait entendu qu'on disait que ça marchait, non? Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui devait pas lui plaire, que veux-tu? Bah, il avait 12 réunions ouvertes, il en a fermé 11. Mais Il a fermé la nôtre. Ou alors il n'a pas choisi la nôtre, je ne sais pas. On va voir Nicolas Beuglet en direct sur Babelio. Bon, Caro, ça devait être ton président cette année? Ben oui, je voulais commencer comme ça, en Bah l'appelant ouais. Mr. President, mais là c'est plutôt Mr. Invisible. Bon, bah écoute, Nico revient, il y a les mêmes à la maison. Attends, je vais lui renvoyer le truc, le bon lien. On va y arriver, hein. Mais il a déjà, hein, le lien. Bon, ça va, j'ai une capture d'écran où il était là. Et en plus, il y a, le message de Mathieu qui écrit dans le chat « Bravo » avec 3 points d'exclamation. Bah dis donc, t'as eu le beau filon de faire la capture à ce moment-là. Hein. Voilà, tu vois. C'est ce qui s'appelle être réactif. Surtout qu'on voulait faire bosser un peu Nico, le faire pitcher ses livres. Parce que c'est nous qui allons lire avec Caroline. Ouais, Mais bah du du coup, coup, vous sinon, êtes j'allais dire, il est 7h10 là. 9 exactement. Donc on espère que Nico va se reconnecter. Et puis sinon, bah, on démarre. On va peut-être au moins pitcher les bouquins, non? Ouais. Il faut savoir. En plus, en fait, il fait exprès parce qu'il n'aime pas quand on lit ses livres à voix haute. Donc tu verras, une fois qu'on aura lu les extraits, il arrivera instantanément. Peut-être. Oui, je ne sais pas. Donc voilà, moi, je montre le dernier message que j'ai donc reçu il y a quelques jours, qui sort demain. Du coup, on avait l'exclu, on avait Nico ce soir pour le live avant la sortie demain du dernier message. Donc, il sort chez XO, dans toutes les bonnes librairies. Et je pense qu'il sera juste partout, en fait. Et L'île du diable est sorti chez Pocket, donc en poche, il y a 15 jours. Tu l'as reçu, l'île du diable? Non, je ne l'ai pas en poche. Donc, je vous montre, c'est la même couverture que chez XO. Voilà, donc la 3e aventure de Sarah et de Christopher qu'on avait retrouvé déjà dans Le Cri et dans Complot. Et donc, L'île du diable était très, très attendue en poche. Moi, j'ai tous mes clients qui se sont jetés dessus pour avoir enfin le dernier tome de la trilogie. Voilà. Est-ce que tout le monde a lu la trilogie ou pas du tout? Oui. Oui. Ok. Ça marche. Je me demandais s'il y en avait qui avaient démarré par Complot ou par l'île du diable, tu vois, qui avaient raté Le Cri et qui avaient peut-être découvert Nico par d'autres, parce que en fait, j'ai l'impression que la plupart des lecteurs l'ont lu dans l'ordre. Mais moi, j'ai Et commencé je me que par demandais le. quel était- J'ai commencé que par le 3e, moi. Ah ben voilà, c'est notre exception qui confirme la règle. Ouais, ma foi. C'est n'importe quoi ce soir. Hein. Alors, Nico, je vois qu'il est connecté, mais du coup, moi, je ne le vois pas. Nicolas, es-tu là? Ouais, je suis là, mais c'est pareil, en fait, je sais pas
Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, ça fait partie de ces choses-là. Mais on savait tout à l'heure. Mais oui, mais parce qu'en fait, mon application s'ouvre 10 fois, donc forcément, il n'y a plus de bande passante. Et je suis obligé de les fermer une à une en espérant c'est un peu débile. Ok, mais c'est pas grave, on va faire comme ça, Nico. On préfère t'entendre, tant pis, on ne voit pas. Là, Ah, ça, on te voit. plus. On te voit. Ouais, ça marche, ça? Là, ça marche. Donc ne ferme plus rien. Mathieu, est-ce que tu peux fermer tous les micros, sauf Nico et moi, et Caro? Voilà. Et voilà, bienvenue. Ouais, oui, bonsoir. On est ravis de t'accueillir dans notre apéro, on ne va pas se tenir à carreau. Ça nous fait très plaisir que tu aies accepté notre invitation. Bah là, c'est l'heure du tir, et vu le temps que j'ai mis, c'est plus l'apéro. C'est vrai. De toute façon, c'est pas grave puisqu'on sait que tu bois pas. Non, c'est vrai. Voilà. Donc j'étais en train de dire que le dernier message sortait demain dans toutes les bonnes librairies. Donc merci de nous faire l'honneur et le bonheur d'être là ce soir. Est-ce que tu veux commencer par te présenter? On aime bien que les auteurs qu'on invite se présentent pour mieux vous connaître. D'où viens-tu? Qui es-tu? Alors, compétences informatiques 0. Et sinon, je viens de... Je ne sais même plus quel âge j'ai. Je suis obligé de demander à mes filles. Souvent, je dois avoir... La trentaine? 74, donc faites vos calculs. Et c'est à 45, voilà. Je vis à Boulogne, Billancourt, en région parisienne, avec ma femme, mes 2 enfants, mes 2 filles. Et j'ai travaillé longtemps en télévision, ça vous le savez peut-être déjà, une quinzaine d'années à M6, où j'ai été présentateur, j'ai été rédacteur en chef, directeur artistique, j'ai fait pas mal de postes là-bas. Et il y a maintenant 4 ans à peu près que j'ai quitté la télévision pour me consacrer uniquement à l'écriture. Voilà, et donc j'ai eu la chance que ce saut dans le vide, parce que c'en est un, se passe comme un petit miracle parce que ça fonctionne, mais ça ne pouvait pas se passer autrement. En tout cas, il ne fallait pas que ça se passe autrement si je voulais vraiment en faire mon métier. Donc il se trouve que le CRI, ça a très bien marché, et puis la suite aussi. Donc aujourd'hui, j'écris à plein temps, depuis maintenant toutes ces années. Tu as fait une entrée fracassante en fait dans le monde du polar avec le CRI qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires tout de suite. En fait, il y a eu un bouche à oreille un petit peu dingue. Et c'est vrai que... 3000 premiers exemplaires à la FNAC de Rony 2 déjà. Voilà. Et après, c'est vrai que ça... En fait, tu as été un auteur installé tout de suite avec ton premier bouquin. Enfin, c'était pas ton tout premier bouquin, c'était ton tout premier bouquin sous ton nom, Nicolas Beuglet. Voilà. J'en dirai pas plus. Je sais que tu n'aimes pas en parler forcément. Donc, non, ça ne me dérange pas, mais c'est qu'après, on me demande comment on peut avoir le livre et je n'ai pas de solution parce qu'il ne sera pas réédité. Donc, voilà, c'est pour ça que je... Ton premier livre, Le CRI, n'en parlons plus. Donc, est-ce que tu avais... Comment ça s'est passé la rencontre avec ton éditeur? Est-ce que tu avais le manuscrit? Tu as décidé de l'envoyer à plusieurs maisons d'édition? Comment ça s'est passé? Oui, ça a été un thriller en fait aussi, l'histoire de l'édition du CRI, parce que j'étais donc chez un autre éditeur auparavant, et puis ils avaient le manuscrit du CRI, mais je sais pas, ils me répondaient pas, ils savaient pas, etc. Et je sentais que c'était pas bon, qu'on n'allait pas s'entendre, donc j'ai envoyé mon manuscrit à d'autres éditeurs. En fait, même XO, j'ai fait autrement, c'est-à-dire que je leur ai envoyé une lettre en leur disant, écoutez, voilà, j'ai écrit un premier roman chez un éditeur, bon, ça s'est vendu un petit peu, mais j'aimerais changer parce que je pense qu'on ne s'entend pas sur le prochain. Est-ce qu'on peut se voir pour discuter, etc. J'étais un petit peu culotté parce que, bon, voilà, j'avais aucune raison de dire qu'il fallait qu'ils me voient avant d'avoir vu le manuscrit. D'ailleurs, ils m'ont tout dit, ils m'ont dit, envoyez-nous votre manuscrit, on parlera peut-être plus tard. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit. Ils m'ont répondu... Ils ont mis du temps à me répondre, mais sauf qu'un jour, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, écoutez, on aimerait bien vous voir. Alors, pour moi, c'était vraiment, j'étais hyper heureux parce qu'il fallait savoir que j'avais quitté mon boulot, mon CDI, que j'avais faire vivre la famille aussi. Et donc là, j'étais en chute libre, mais pas de parachute, quoi. Donc, ils m'appellent, je dis, génial, je vais les voir à la 47e étage de la Tour Montparnasse. Je suis reçu dans le grand bureau de monsieur Bernard Fixot, qui est donc mon éditeur aujourd'hui, et puis la directrice adjointe, etc. Et puis ils me disent, écoutez, on a beaucoup aimé votre histoire, on trouvait ça super, mais vous savez pas écrire. Ok. Alors, bon là tout de suite on se dit, ok, donc les choses ne sont pas du tout réglées.
Sauf que je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je ne savais pas savoir écrire. Donc, je me dis, est-ce que vous voulez que je réécrive les 50 premières pages, sachant que ça faisait 5 ans que j'écrivais ce livre, hein, donc j'en pouvais plus. Mais je dis, bon, je tiens un truc, il faut y aller. Il me dit, écoutez, si vous voulez, proposez-nous quelque chose, si vous le souhaitez, allez-y. Donc, mais en l'état, on le publiera pas parce que même si vous nous êtes très sympathique, voilà, on n'est pas là, ça marchera pas si on le fait comme ça. Donc, je suis revenu chez moi et pendant 1 mois et demi, j'ai réécrit les 50 premières pages en essayant d'écrire mieux. Bon, voilà, mais je sais pas tout ce que ça voulait dire. Et je leur ai renvoyé le manuscrit et puis là, donc vous savez, on rafraîchit son email toutes les 2 minutes quoi, pour voir si on va nous répondre. Et puis on ne me répond pas, puis 1 semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, puis finalement on me prend plus au téléphone et puis voilà, donc c'était horrible. Ça a duré, je crois, 3 mois où j'avais pas aucune nouvelle. Et je me suis dit bon, c'est plié, c'est foutu quoi. Donc j'ai tout raté là, c'est fini. Donc je leur ai dit à un moment, de toute façon, juste dites-moi oui ou non, mais juste que j'arrête d'espérer au cas où. Ouais, on vous rappellera. Bon, puis au bout de 4 mois, je crois, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ouais, en fait, Bernard veut vous revoir et tout. Ah, enfin. Donc je retourne à la tour Montparnasse. Infernal. Et je rentre dans le bureau un peu fébrile hein, quand même, parce que là, je jouais gros, quoi. Et ils me disent, écoutez, on a relu, c'est pire. C'est dingue. Donc c'était atroce. Donc là, franchement, c'est vraiment l'effet vous savez, du dessin animé. Vraiment, on est dans l'échafaudage. Ils ont tiré sur le petit pylône d'en bas et on s'écroule à l'intérieur. J'étais effondré, mais bon, faut pas le montrer. Et surtout, je comprenais plus rien et je me dis bon, j'en peux plus. De toute façon, j'ai réécrit ce livre, je ne sais combien de fois. Je suis à bout de l'énergie. Je sais plus quoi faire. Donc, mais bon, je me suis dit bon, allez, dernier essai. Je dis ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez pas écrire. Il me dit mais non, mais c'est là, vous avez fichu vos semelles de plomb, c'est empoulé, c'est lourd, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que votre personnage principal, on n'a pas le temps de s'y attacher. Vous allez trop vite. Vous écrivez comme un scénariste. Prenez votre temps. Vous êtes dans un roman. Là, je dis, putain, mais oui, effectivement, ça fait écho à quelque chose. J'ai voulu aller trop vite. Vous auriez pu me le dire plus tôt. Donc, je rentre chez moi, je vire les 50 pages et je recommence à zéro où je reparle de la vie de Sarah, qui est en train de repeindre la chambre de son futur enfant dont elle est enceinte. Son mari rentre. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se disputent. Elle comprend qu'elle le trompe, qu'il la trompe et elle claque la porte. Elle s'en va et là, elle reçoit l'appel pour aller à l'hôpital. Et je leur renvoie. Et là, ils me rappellent 2 jours après. Ils me disent, écoutez, on a lu, c'est formidable, on adore, c'est super. Si vous êtes toujours OK, on signe et c'est parti. Donc là, le jour, ma vie a vraiment changé lors de ce coup de fil-là, parce qu'effectivement, après, tout ce qu'ils m'ont promis, c'est-à-dire tout ce qu'ils m'ont promis en termes d'encadrement, de promo, etc., ça s'est fait. Et là-dessus, XO est une très grande maison qui prend excessivement soin de ses auteurs. Comme vous avez pu voir, l'entrée n'est pas évidente. Mais une fois qu'on y est, on est vraiment soigné et ça s'est donc passé comme vous le savez. Et moi, je voulais te dire que justement, la scène d'ouverture du CRI, c'est une des scènes qui m'a happée d'entrée de jeu. Enfin, j'ai rarement lu une scène d'ouverture comme ça où tu es tout de suite dans le bouquin, en fait, avec cette porte. Oui, alors. Oui, et ben exactement. Une scène très réussie. Ouais. De la scène qu'ils ont adorée, ne reste que Sarah claque à la porte. Ouais. Et dirait tout ce que j'avais écrit qu'il leur avait plu en réalité. Les 50 premières pages. Mais ils avaient raison au sens où ça m'a permis, moi, de mieux connaître mon personnage, de mieux l'appréhender. Et ce que j'avais pas mis dans les 50 premières pages, je l'ai distillé après au cours de l'histoire. D'accord. Ok. Voilà. Voilà pour le... Eh ben, dis donc, tu regardes de Et est-ce que c'était dès le départ prévu que ce soit une trilogie? Ou est-ce que non, au début, tu avais un livre et... Non, j'avais... C'est pas une trilogie, c'est-à-dire que j'avais de quoi raconter plus d'histoires avec Sarah, ça oui. Après, on m'a donné le droit de faire plus parce que ça a marché. Mais je me suis jamais dit dans ma tête, il va y avoir le CRI, il y aura complot, il y aura les du diable. Je savais juste que Sarah avait suffisamment de profondeur, selon moi, pour pouvoir exister sur plusieurs livres. Ok. Alors, est-ce qu'on commence par le dernier message du coup? Est-ce que tu veux nous pitcher le livre, Nicolas, s'il te plaît? Le dernier message, du coup, tu fais table rase des personnages des 3 premiers livres et tu sur un nouveau personnage de flic qui s'appelle Grace. Et voilà, je te laisse le pitcher. Oui.
L'histoire commence en Écosse, sur une île, là où se trouve un monastère complètement isolé, et on découvre le cadavre d'un homme, d'un des pensionnaires du monastère, dans sa cellule, dans sa chambre. Et c'est Grace Campbell qui est appelée, Grace qui est chez elle et qui a été mise au placard depuis quelque temps parce que elle avait plus la condition physique pour pouvoir exercer correctement son métier. Elle a commis une bonne bêtise. Et donc là, on l'appelle un peu par défaut parce que les autres inspecteurs sont pris et elle débarque sur place et elle se rend compte d'une première chose, c'est que l'homme a été assassiné d'une façon, mais alors vraiment très étrange. Pas forcément atroce, mais vraiment très étrange. Et la seconde, c'est qu'elle s'aperçoit aussi qu'à côté de la chambre de la victime, il y a une pièce secrète, une espèce de cabinet secret. Après, de là à vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de ce cabinet secret et pourquoi ça envoie l'enquête dans une direction totalement imprévue, ça, je vous laisse le découvrir. Caro, tu nous lis un extrait? Ouais. Alors, du coup, on lira un extrait de chaque livre de Nicolas ce soir. Donc, je vous lis un extrait du dernier message. Je te laisse mettre le visuel. T'es en train. Voilà, donc là, on est justement dans le monastère en Écosse. C'est parti. L'abbé déverrouilla une autre porte en ogive. Cette fois, aucune bouche sur l'extérieur ne venait refroidir l'air, un peu moins humide, de cette aile du monastère. Devant Grace, la lueur ronde de la torche esquissait les lignes mouvantes d'un long corridor à la charpente en chêne, ponctué de niches à vitraux, dans lesquelles veillaient des statuettes aux visages longs et tristes. L'abbé referma la porte à clé derrière lui, non sans avoir vérifié que personne ne les suivait. Coulant de damier en pierre calcaire polie par les siècles, il se dirigea droit devant. Un éclair éclaboussa brièvement le couloir de sa lumière blafarde, projetant les silhouettes des statuettes sur les murs. « Que pouvez-vous me dire de la victime » demanda Grace, en profitant du coup de tonnerre pour étouffer le son de sa voix. Il s'appelait Anton. C'est tout ce que nous savions et avions besoin de savoir. Il devait avoir une vingtaine d'années, il était chez nous depuis 2 ans et demi environ. Il nous aidait à recopier des manuscrits pour payer sa pension. Il était très habile, mais ce n'était pas seulement un manuel. Il s'intéressait à beaucoup de choses et j'avais souvent de longues et très enrichissantes discussions avec lui. D'ailleurs, il connaissait assez bien la Bible et les autres textes religieux. L'abbé haussa les épaules. Il disait qu'il espérait y trouver des pistes pour expliquer ce que la science ne parvenait pas à comprendre, car c'était bien cela, sa spécialité, la science. Et même si je ne me connais guère en la matière, il m'a semblé être un esprit brillant, ne serait-ce que par sa capacité à m'expliquer les grandes questions encore en suspens dans le domaine de la recherche. Et puis je l'ai vu évaluer les infimes subtilités de certaines problématiques religieuses, sujet que je maîtrise un peu mieux. Il y avait quelque chose de fascinant à l'écouter raisonner, termina-t-il d'un air pensif. Vous l'appréciez donc beaucoup, suggéra Grace. Il lançait des regards méfiants en direction des fenêtres, il projetait une lumière grise dans le couloir. Oui, c'était une personne à part. Mais tout le monde ne s'entendait peut-être pas aussi bien avec lui parmi vos frères. Je ne cesse de me poser la question et je ne vois rien qui puisse me laisser croire que l'un des membres de la communauté ait pu lui voir du mal. Je n'ai jamais eu vent d'une quelconque dispute, ni même d'un léger différend avec l'un d'entre nous. Encore moins de quoi que ce soit pouvant conduire quelqu'un à commettre une telle abomination. Tout cela n'a aucun sens. Voilà, donc ça c'est la première, j'ai envie de dire, la première partie du livre. On se retrouve en Écosse dans ce monastère, c'est très très visuel. On débarque avec Grace qu'on ne connaît pas du tout, du coup. On va apprendre à connaître petit à petit et on se retrouve dans ce monastère, la pluie. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup penser au Nom de la Rose. On en avait discuté ensemble. Tu m'avais dit que c'était un de tes films préférés. Ah, c'est mon film préféré. C'est ton film préféré. Oui, alors je n'ai pas lu le livre parce que j'ai une fascination pour ce film qui, si vous avez l'occasion de le revoir, que ce soit en termes d'ambiance, bien évidemment, mais surtout de construction et d'intrigue, c'est-à-dire la façon dont l'écriture a fait que dès les premières secondes, on se pose des questions, on est dans le doute, on est dans la méfiance à l'égard de l'ensemble des protagonistes de ce monastère, que on sait tout de suite comment sont les personnages, que ce soit Guillaume de Baskerville qui est planté avec une déduction assez habile, ou à un moment Adzo qui est son associé, je me souviens de ça, c'est un détail, mais il lui dit mais Adzo dit oui, je dois aller aux toilettes, vous savez où c'est, et Guillaume de Baskerville lui dit oui, c'est là-bas à gauche, à droite. Il dit mais comment vous savez, vous n'êtes jamais venu ici, on n'a parlé à personne, comment vous savez qu'il y a les toilettes là-bas?
pour montrer que Guillaume de Baskerville est quelqu'un qui observe, il lui a dit j'ai vu un moine partir là-bas de manière un peu contrite et pressée, je l'ai vu sortir avec le visage beaucoup plus détendu et soulagé. Donc j'en ai conclu que c'est là-bas que ça se passait. Et c'est des petites choses comme ça qui permettent de croquer les personnages. Et cet abbé qui est en haut de sa fenêtre et qui voit arriver Guillaume de Baskerville, et on sent que cet homme-là sait beaucoup de choses qu'il va peut-être pas pouvoir dire. Tout de suite, nous, spectateurs, on est affamés par l'envie de découvrir ce qui s'est passé dans cette abbaye. Donc oui, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. Mais c'est ton livre en fait, hein, c'est pareil. Nous, on est affamés aussi. D'ailleurs, Yvan l'a terminé également, et c'est vrai qu'on le lit d'une traite. En fait, on peut pas s'arrêter parce que c'est un vrai page turner, et on veut savoir. Et ce qui est fou, donc dans chacun de tes livres, du coup, c'est que tu pars d'un fait divers réel que tu vas romancer forcément, mais c'est vrai qu'il y a toujours un fond de vérité, ce qui rend tes livres complètement glaçants. J'ai absolument besoin de croire moi à l'histoire, et pour y croire, j'ai été journaliste, comme je vous le disais aussi, et j'ai besoin de fonder mes histoires sur quelque chose qui existe, que ça soit scientifique, que ça soit historique, et aussi parce que j'ai le sentiment que je dois vous délivrer une histoire qui vous fait vibrer, qui vous fait vous poser des questions, mais surtout qui fait qu'à la fin, lorsque vous fermez le livre, vous ayez encore envie d'y réfléchir, que vous ayez encore envie de vous dire mais ça je savais pas, ça je me doutais pas, mais c'est pas possible, est-ce que c'est vrai, et que ça vous ait si possible un peu enrichi, comme moi ça m'a enrichi quand j'ai fait l'étude des sujets et que je me suis dit et c'est pas possible à mon âge que je sois passé à côté de ça, et ça me rend, voilà, le savoir me rend heureux, donc j'ai envie de le partager. Moi j'ai comment tu choisis? Ouais, pardon. Vas-y, Caro. J'ai refermé chacun de tes livres, à la fois en colère, à la fois surexcité, à la fois je me disais mais c'est pas possible. Et c'est vrai que il y a un état de nerfs qui suit la fin de tes bouquins, qui fait qu'on a du mal à décompresser, décolérer. Et voilà, moi j'ai toujours besoin de quelques heures, quelques jours pour digérer tes livres. Ouais, j'en suis ravi parce que j'ai mis du temps à l'écrire, donc si tu pouvais éviter de le consommer en 24 heures, ça me fait du bien. Ouais. Le conseil, tu faire un peu plus longtemps. Ouais. Et comment tu choisis ces sujets, justement, ces révélations historiques ou ces découvertes scientifiques? Parce que c'est assez pointu quand même comme sujet. Est-ce que c'est des sujets qui te passionnent toi personnellement? Ou est-ce que c'est parce que tu t'intéresses à l'actualité, au monde dans lequel on vit, à ce qui se passe à l'étranger peut-être? Ce que je recherche comme sujet, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est toujours le gros sujet qui est là, qui est énorme, qui va changer des choses dans notre vie, mais dont on parle pas ou dont on parle très peu. C'est le gros sujet qui passe sous les radars. Voilà, c'est ça que je cherche et c'est ça que j'aime, parce que finalement, c'est ces sujets-là qui agissent sur notre quotidien, beaucoup plus que ceux dont on parle tous les jours, et qui pour moi sont fondamentaux dans notre évolution, dans notre vie, et encore plus dans la manière dont j'espère pouvoir, avec ma femme, éduquer mes filles aussi. Donc, il y a toujours mes enfants qui sont en arrière-plan aussi des sujets que je choisis. Et qui me motive dans ces choix-là. Là, il se trouve que vous verrez dans le dernier message, ça parle de l'intelligence en général et surtout de la chute de l'intelligence constatée en Occident depuis à peu près une dizaine, vingtaine d'années. Et c'est quelque chose d'historique. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que depuis qu'Homo sapiens a été baptisé ainsi, et qu'on est en mesure de mesurer, entre guillemets, l'intelligence, c'est la première fois dans l'histoire qu'elle baisse, en tout cas en Occident. C'est-à-dire qu'elle a toujours grimpé, monté, et on vit, nous, aujourd'hui, une époque où elle est en train de baisser. Moi, je trouve ça absolument vertigineux, et en tant qu'auteur de thriller, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi? Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est voulu? Et si c'est voulu, pourquoi? Par qui? Vous allez me dire, oui, pour mieux manipuler les masses, etc. Mais si c'était encore autre chose, et voilà, et pour moi, dans le questionnement de ce genre de faits, on peut arriver à raconter des histoires qui sont très profondes et qui en même temps vous expliquent qu'il se passe des choses autour de vous dont on ne parle pas et qui sont pour moi très importantes, comme celles dont je viens de vous parler. Aude demande dans le chat si tu as une formation scientifique. Non mais Aude, elle est trop méfiante en fait, c'est ça. J'ai une formation de... En fait, il sait tout. Et il nous distille des petites informations sur l'avenir au fur et à mesure. Non, je n'ai pas de formation scientifique, et c'est bien pour ça que je fais en sorte de ne parler que de ce dont
j'ai l'impression d'avoir saisi vraiment le fondement. Et je vais parfois passer des heures jusqu'à essayer de, enfin, pas essayer, jusqu'à comprendre quelque chose. Et si je ne suis pas en mesure d'expliquer ce que j'ai compris à une personne qui connaît le sujet mieux que moi, et en même temps à une personne qui a 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans, en l'occurrence mes petits schtroumpfs, sans les traumatiser, c'est que j'ai pas été capable c'est que je l'ai pas compris. Donc mon curseur, il est là sans avoir la formation scientifique. Et si je ne comprends pas, je n'en parle pas. Voilà. Donc, et je le regrette, mais je ne me lance jamais dans un sujet en me disant, ouais, je comprends pas trop, mais ça fera cool dans le livre. Jamais. Voilà. Non, mais c'est important. Parce que... À la fin de tes bouquins, tu cites toujours tes sources et tu donnes, les documents, les livres sur lesquels tu t'appuies pour. Ouais. Mais vous voyez, Aude, c'est important, c'est-à-dire que je vais chercher un truc. Je vous montre un truc. Par exemple, là, ouais, ça c'est une, je sais pas si vous voyez, ça c'est une biographie de Newton. Ouais. Voilà. Il y a 800, il y a 900 pages. Moi, je me dis, j'ai besoin de tout savoir sur cet homme-là. Voilà, donc je vais la lire. Je ne comprends peut-être que 1/5 de ce qu'il y a là-dedans. 1/5. Mais les 4/5 qui restent, je ne vais pas en parler. Mais dans les 1/5, je vais trouver une page et une ligne qui va tout changer. Et que je n'aurais trouvé nulle part sur Internet. Et c'est ça aussi quelque chose que je voudrais dire, c'est que là, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, j'ai 2 bureaux. J'en ai un pour écrire et j'en ai un pour lire. Et on trouve, contrairement à ce qu'on pense, on ne trouve pas tout sur Internet. C'est-à-dire qu'on trouve les amorces d'idées. Mais les vraies informations qui vont faire la différence, qui vont vraiment vous nourrir et qui vont vous expliquer des choses qui sont aux origines, qui sont vraiment le savoir, c'est que dans les livres. Et ça, c'est très rassurant, je trouve. Et ça demande un effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moteur de recherche sur une biographie comme ça. Donc, voilà, mon défi, il est là. C'est de se dire, bah ouais, c'est énorme, il y a 900 pages. Peut-être que je ne vais pas tout comprendre, mais je me dois de les lire parce que vous, quand vous allez lire mon livre, eh ben, vous allez normalement me faire confiance. Et cette confiance, elle se gagne. Voilà, c'est comme ça que je le vis. Ok. Donc, tu es un gros lecteur avant de te lancer dans ta phase d'écriture, en fait. Oui, mais pas de romans. Je lis quasiment aucun roman. Je lis que des essais, des biographies, voilà. Que ce qui va me nourrir en fait intellectuellement pour après raconter l'histoire. Je lis pas de roman pour 2 raisons. En tout cas, je lis pas de thriller déjà parce que je veux surtout pas inconsciemment ou consciemment me mettre dans les chaussons des collègues et je veux surtout pas découvrir qu'ils ont parlé d'un truc mieux que moi. Donc, je veux avoir l'ignorance et donc la naïveté de croire que je vais en parler pour la première fois et donc puiser une énergie que je n'aurais pas si je me rends compte que ça a déjà été traité. Voilà, ça c'est aussi peut-être une forme de défiance, mais c'est comme ça que ça marche pour moi. C'est une forme de protection aussi, de te dire non? Bah oui, non, mais c'est qu'en fait, alors je me compare pas du tout à cet homme-là parce que surtout en ce moment c'est pas de bon augure, mais Woody Allen il avait dit un truc assez intéressant. Il disait à chaque fois que j'écris un film, j'ai l'impression que ça va être le meilleur que j'ai jamais fait de ma vie et que c'est le seul film qui devra être fait au monde. C'est très prétentieux, c'est très arrogant. Mais il a raison de dire ça parce qu'il le dit après. Il dit sinon, j'aurais jamais la force de l'écrire. Pourquoi je me lèverais le matin pour faire ce truc-là si je me dis pas que c'est le meilleur truc du monde? Après, on relativise, hein, on est bien d'accord. Surtout quand il y a Aude qui fait des critiques. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est en train de l'écrire, on y croit. Voilà. Ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'en fait, c'est Aude qui prend la main quand on parle de l'île du diable. C'est vrai? Ça va être fun. T'as quand même une particularité aussi qui t'est propre, je trouve. C'est les cette capacité. Non, pardon. Pardon? J'ai dit les cheveux. C'est cette capacité à t'intéresser à la part du passé qui vit en nous. Certains appellent ça les secrets, le mystère, mais en fait, ça va au-delà de ça. Et là, dans le dernier, je savais qu'il y avait une rupture avec les précédents, puisqu'on changeait effectivement de personnage. D'ailleurs, entre nous, moi, je me suis très, très vite attachée à Grace, comme dit Caro, avec son accent. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas, tu vois, à retrouver ce film. Mais en fait, ça m'a bien plu, parce que sur des sujets très variés, tu arrives toujours à avoir cette particularité.
que tu fais bien, parce que c'est vrai que je pense qu'en fait, beaucoup de gens s'interrogent sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et toi, comme tu le disais tout à l'heure, tu as un sujet qui est intéressant et tout ça, ça donne de la réalité au livre et à la vie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, justement, quand on referme ton livre, on se pose encore beaucoup de questions parce que ça nous a fait réfléchir en fait pendant tout le livre. Au-delà du thriller, je veux dire, le thriller, il est impeccable. Le rythme s'enchaîne, il y a de la tension, il y a de l'angoisse. En plus, là, il fait moche tout le temps dans ce dernier roman. Donc, on sent la chape de plomb au-dessus de nous. Mais effectivement, cette particularité fait qu'on ne peut pas refermer le livre insensible. Bah, non, mais tant qu'à flipper sur des sujets, autant le partager. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que... Ah, tu flippes vraiment, alors? Non, le cri, honnêtement, j'ai failli ne jamais l'écrire parce que le sujet me faisait trop peur à l'époque où j'avais l'idée. Et j'ai mis donc beaucoup de temps. En revanche, les thématiques qui sont abordées là dans le dernier message me font peur, mais de manière beaucoup plus rationnelle. Pour la première partie, la deuxième partie me font peur de manière beaucoup plus irrationnelle. Mais ça, je ne vais pas dévoiler de quoi ça parle. Et je trouve que ça m'embêterait de traverser la vie sans m'être posé cette question. Ça m'embêterait de traverser la vie sans me dire qu'il y avait des hypothèses qui étaient fascinantes, qu'il y avait peut-être des réponses qui l'étaient tout autant. Ça m'embêterait de traverser la vie sans m'être dit que ces choses qui m'avaient fasciné, je les ai pas transmises et je vous ai pas fait partager parce que je pense qu'elles peuvent rendre plus éveillés, plus heureux aussi finalement. Parce que on a l'impression que on est plus dans le monde, quoi. Voilà, c'est ça qui moi m'intéresse. J'ai besoin de comprendre pour être heureux en fait. Donc je prête ce sentiment à plein d'autres personnes, peut-être à tort, mais voilà, la proposition est là en tout cas. Et à propos de Grace, donc les lecteurs vont découvrir demain, est-ce que tu envisages d'ores et déjà qu'on la retrouve dans un prochain de tes livres, hein, parce que c'est vrai que c'est un personnage très fort qu'on a envie de revoir. Un personnage avec ses zones d'ombre aussi. Ouais. C'est vrai que tu l'as mis en interrogation et c'est vrai vous allez comprendre quand vous allez lire le livre. On a envie de savoir plein de choses qui ne sont pas dévoilées à la fin du dernier message. Tu projettes d'écrire de nouveau sur ce personnage? Il y a un éditeur qui m'a dit un jour, tu sais, tu dois donner sa chance à n'importe quel personnage que tu fais intervenir dans ton livre. Sous-entendu, le mec qu'on croise comme ça, vite fait, dans le bouquin, tu dois être capable, au fond, d'écrire un livre entier sur lui, s'il fallait. Okay. Donc, autant dire que pour un personnage principal, j'ai retenu la leçon et que ça va être beaucoup plus fort encore. Donc, jamais je vais créer un personnage en me disant c'est un one-shot. Moi, je ne fais pas ça parce que c'est comme si je croisais quelqu'un dans la rue et que je me disais une fois que je l'ai quitté, il a disparu. C'est exactement la même chose. Non, il va continuer sa vie, il en a eu une avant. Donc, Grace, elle est née et elle a toute sa vie et comme tu le disais, elle a beaucoup de choses à raconter, à vivre, elle a beaucoup de choses à régler, qu'elle commence à régler dans le dernier message, mais c'est loin d'être terminé. Donc oui, elle a suffisamment de choses pour pouvoir continuer. Mais je sais pas, je veux dire, à la veille de la sortie, puisque ça sort demain, ma plus grande question, c'est comment Grace va être accueillie. C'est le livre, l'histoire et tout, je suis assez confiant parce que je sais que ça reste dans la lignée de ce qui a été fait auparavant. Mais c'est vrai que les lecteurs ont été habitués à Sarah depuis le début finalement. Et c'est la grande question, elle est plus là-dessus. Je peux pas être un peu comme quelqu'un qui va présenter sa femme à sa belle famille, mais il y a un petit côté, est-ce que ça va le faire, quoi. Je pense que oui, mais voilà, c'est plus ça que je me pose comme question aujourd'hui. Tu as déjà été pas mal rassuré par tes premiers retours quand même, je pense, non? Oui, bien sûr, mais voilà, après, ce ne sont que quelques personnes, mais de toute façon, en tout cas, moi, je l'aime et je l'aime profondément, comme j'aimais beaucoup Sarah et je l'aime toujours. Donc oui, elle existera très certainement après, sauf si on me dit, bah écoute, Nicolas, Grace, c'est pas possible, personne n'en veut, c'est une catastrophe, etc. Ce qui me semblerait un peu absurde, mais sinon, il y a beaucoup de choses qui doivent encore se passer avec et avec elle, oui, c'est certain. Et donc, Marc dit dans le chat que c'est peut-être pas le dernier message alors finalement. Non, mais c'est surtout. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que de toute façon, à la fin du livre,
euh, logiquement, vous aurez envie d'en savoir plus sur elle. Voilà. Vous aurez très envie d'en savoir plus. Et là, en fait, on se donne rendez-vous dans une semaine pour ceux qui l'auront lu depuis entre-temps. Non, mais je pense que ça va en énerver certains, mais voilà, c'est le principe, c'est comme ça, quoi. Bah oui, je te confirme. Et pourquoi l'Écosse? Je me demandais. Pour deux raisons. La première, c'est que l'histoire devait se situer dans un lieu où il y a... Non mais Aude, reste, c'est bon, ça va pas, je vais pas dire ça pendant 3 heures. Voilà. Donc, l'Écosse, parce qu'il me fallait un lieu qui soit pas très loin de chez nous. Moi, j'ai besoin de raconter des histoires qui se passent généralement, en tout cas au départ, en Europe. Ouais, au départ, il me fallait la plus faible densité de population. Et il se trouve que les Highlands ont la plus faible densité d'Europe. Donc, j'avais besoin de ça. Et la deuxième, c'est que c'est la terre nourricière des légendes, l'Écosse. C'est le terreau de l'imaginaire. C'est là où encore tout est possible. C'est-à-dire que si on me dit un jour, et si on vous dit un jour, ouais, vous savez, aux infos, on a vu un géant à Paris. On rigole. Et on dit oui, un géant a été aperçu dans les montagnes des Highlands. Bah, on a le doute. Non, mais moi, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui fait que pour un auteur, il y a une source à laquelle s'abreuver qui est évidente. En plus, voilà. Mais vous verrez que j'ai pas exploité normalement les clichés de l'Écosse. Mais c'est un terrain qui se prête à ça. Et puis, il n'y a pas que, donc, dans le prochain... l'Écosse dans le dernier message. Hein. On se balade beaucoup. Non. On va ailleurs, bien sûr, mais voilà, je ne vais pas tout vous raconter. Ça aussi, c'est une marque de fabrique, pardon, de faire traverser les frontières à tes personnages dans tous les livres. Ouais, et parfois ça me fatigue moi-même parce que je me dis, oh là là, il va falloir que je bosse encore sur tel pays et tout machin. Mais en fait, j'adore ça, donc voilà. Mais peut-être parce que aussi, ce sont des scénarios avec des ramifications qui font que ça concerne beaucoup de monde et que ça se passe pas juste dans votre quartier. Qui font que, par logique, les personnages sont amenés à aller chercher les indices là où ils se trouvent et c'est pas à côté de la maison, quoi. Oui. Si juste dans le cri, tu passais par Ronnie, c'était rigolo parce qu'on s'y attendait pas en fait. Oui, mais parce que j'ai vécu à Rosny-sous-Bois pendant 1 an quand j'étais petit et que c'était en classe de CP et en classe de CP on commence déjà à se raconter beaucoup d'histoires, voilà, et je commençais à m'en raconter beaucoup à cette époque-là. Ouais. Alors, on avait dit qu'on allait parler aussi de l'île du Diable, qui est sortie chez Pocket il y a 15 jours. Du coup, on n'a pas des masses de temps. Donc là, c'était la couverture d'XO, mais c'est la même chez Pocket. Moi, je n'ai pas reçu le Pocket, donc je vous la montre quand même. Qui était très attendue par les lecteurs, parce qu'on a vraiment 2 types de lecteurs. On a les lecteurs qui vont acheter le grand format tout de suite, et il y a les lecteurs qui sont prêts à attendre la sortie du poche, parce qu'ils n'ont pas le budget grand format, et puis parce que dans leur bibliothèque, il n'y a que du poche. Donc l'île du Diable était très, très attendue par tes fans, voilà, en sortie poche chez Pocket. Bah surtout quand tu as démarré une série en poche, il faut la finir en poche, hein, sinon c'est plus les mêmes formats dans la bibliothèque, ça va pas. Alors, l'île du Diable, du coup, je vais peut-être pas lire l'extrait parce que sinon. Non, Caro, t'en penses quoi? Je ne sais pas. Est-ce que je lis l'extrait ou pas? Parce que du coup, certains l'ont peut-être déjà lu. Et puis, étant donné qu'on a démarré un peu tard, si on veut pas trop déborder, peut-être qu'on discute avec Nico. T'as une attirance particulière pour les îles, juste entre nous, parce que l'île d'Iona, l'île du Diable? Ouais, je suis embêté avec ça parce que effectivement, mais l'île, c'est le lieu où tout est possible. Voilà, c'est toujours pareil. C'est le lieu où tout est possible. En fait, il y a un vrai sujet philosophique sur l'île, hein, de toute façon, parce que c'est le moment où on se coupe de la civilisation, mais c'est le moment où on peut la recréer à partir de zéro. C'est le moment où on s'éloigne des autres et en même temps on se retrouve avec soi-même. C'est le moment où on se dit que un trésor, quel qu'il soit, même intellectuel, peut y être caché. C'est un endroit où on peut pas avoir d'aide aussi finalement sur une île. Donc c'est quelque chose. Voilà. Le titre, c'est Houellebecq qui avait écrit La possibilité d'une île. Enfin, voilà, ça résume tout. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, moi tu m'avais raconté, parce que je t'avais demandé d'où sortait cette histoire et tu m'avais dit que c'était assez incroyable, que tu avais découvert un livre dans un grenier, c'est ça? Le seul livre qui existe et qui traite de ce qui se passe dans l'île du Diable. Tu étais même étonné que personne n'en ait jamais parlé et que tu t'es dit, allez, bingo, j'y vais, je fonce.
Ouais, voilà, t'as tout dit. Non, non, mais c'est vrai que j'ai aidé des amis à déménager. Et ils m'ont dit, va jeter un coup d'œil là-haut au grenier, on n'a rien oublié, etc. Donc j'y vais. Et restait traînant un livre d'histoire, en fait, un document historique. Donc je regarde le livre et je me dis, mais je vois la couve, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde la quatrième de couve. Je me dis, mais c'est tellement incroyable que c'est pas possible que je sois passé à côté d'un fait historique comme ça, ou je suis vraiment mauvais. Euh, et donc je creuse et je me dis, est-ce qu'on en a parlé ailleurs? Je m'aperçois qu'il n'y a qu'un livre qui est sorti sur la question, et qu'en fait non, ce sujet-là, il n'a pas été traité ou assez peu, et qui est passé sous les radars, comme je vous le disais, ça fait partie de ces choses-là. Et c'est à partir de là que j'ai su que j'en ferai un jour un sujet. Sauf que ce livre-là, je l'ai trouvé 1 an avant le cri, je crois. Et ça n'a pas été, pour moi, ça aurait été le premier sujet de mon livre, mais en fait, il n'était pas prêt dans ma tête, il n'était pas mûr, etc. Et donc, il y a eu le cri, il y a eu complot avant l'île du diable, parce que voilà, c'était pas le moment pour moi de raconter à ce moment-là. Et c'est en tout cas, voilà, quand vous me demandez d'où viennent les idées, voilà. Mais peut-être que quelqu'un aurait trouvé le livre et que ça l'aurait pas interpellé. Voilà, moi, ça m'a interpellé parce que c'est des sujets parce que je suis en veille de ce genre de sujet. Est-ce que du coup, tu te documentes énormément? Est-ce que ça veut dire que tu écris beaucoup et que tu coupes beaucoup par rapport à ce que tu as écrit, ou est-ce que tu fais le tri avant d'écrire? Ouais, non, j'écris assez utile. En fait. Je ne fais pas partie de ces gens qui écrivent et qui coupent énormément après en disant on verra. Non, ça n'empêche pas qu'il y a des coupes et qu'il y a beaucoup de changements. Je vais vous donner un exemple, c'est que l'île du diable, par exemple, il faisait presque le double d'épaisseur de ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, en poche, il est très rigolo, l'île du diable. On dirait un petit livre de recettes, il n'est pas plus épais que mon petit doigt, c'est assez drôle. Mais autant sur le grand format, on avait pu tricher, autant sur le poche, on voit clairement que l'histoire est plus ramassée. Mais si vous voulez, l'histoire était plus grande dans la première version. Oui, il y avait plus de pages, il y avait passé plus de choses. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Et là, pour le coup, j'ai coupé la moitié du livre, mais ça se coupe pas d'un coup. C'est-à-dire que voilà, ça demande beaucoup de travail. Donc celui-là était un peu plus compliqué à construire. Mais au final, il fallait surtout pas que je laisse cette autre moitié en place. Voilà. Bah, c'est vrai que tu nous as habitués en plus à des livres bien chargés. Oui, mais il n'est pas question que je vous livre un livre bien chargé juste pour prétexte de dire qu'il y a plus de pages. Bien sûr. C'est vraiment... ça n'a pas été facile de faire ça. Ça a été même très compliqué, mais c'était pas possible, quoi. Voilà. Donc l'histoire est plus fine, mais pour moi, elle raconte quelque chose de A à Z, et c'est ça qui compte. Moi, ça fait aussi la question, savoir justement comment tu écrivais, si tu étais dans ta période d'écriture où tu écrivais plusieurs heures par jour, si tu écrivais quand ça te venait, comment ça se passe? Parce que vous avez tous une manière de faire différente, vous les auteurs. Je n'ai absolument aucune règle pour le coup. Je ne suis pas partie de ces auteurs qui disent j'écris de telle heure à telle heure le matin, de telle heure à telle heure le soir et tout. Tout simplement parce que j'ai pas forcément des idées tout de suite. Et en tout cas, je ne me mets jamais devant mon ordinateur tant que dans ma tête le chapitre n'est pas écrit. En fait, si vous préférez. C'est-à-dire que je vais pas me dire je me mets devant la feuille et je vais réfléchir devant la feuille ou devant l'écran. Je conceptualise, j'écris. Tout dans ma tête avant de m'y mettre. Voilà. Et ça peut être alors le vrai souci pour parler parents. J'ai envie d'écrire à 17h30, 18h, en gros. Donc vous savez très bien ce qui se passe à cette heure-là. Les enfants sont de retour. Donc il est assez difficile de me forcer parfois dans la journée à me dire allez, c'est l'heure là, il faut s'y mettre, etc. Donc mais bon, au final, il y a des livres qui existent, donc c'est qu'il doit bien trouver des moments pour le faire. Voilà. Mais une fois encore, j'ai été aussi habitué à écrire sans un environnement propice. C'est-à-dire que le cri, il a été rédigé parfois à l'heure du déjeuner quand je travaillais M6 avec d'autres gens qui parlaient d'autres choses à côté, etc. Et il fallait que tout soit dans ma tête tout le temps. Donc même parfois quand il y a les enfants, bon même si je m'en occupe beaucoup, parfois je peux finir de travailler quand ils sont là. Ça veut dire qu'en période de confinement, ça a été quand même une période productive pour toi, ou au contraire, tu avais fait table rase de ton activité? De mes enfants? Non, ton activité. Ah non, mais je te rappelle que les enfants, ils étaient là H24. Bah oui, c'est pour ça que je demande ça.
Est-ce que du coup, Non, comme généralement c'est quand ils rentrent de l'école que tu as envie de te mettre à écrire, est-ce que du coup tu avais envie de te mettre à écrire toute la journée ou est-ce que du coup c'était impossible? non, messieurs, je les fouettais pour faire leurs devoirs le matin. Et l'après-midi, je me disais, bon, bah voilà, après, je peux écrire de manière un peu plus libre. Donc oui, j'ai eu un peu plus de liberté, mais globalement, ça n'a pas, c'est terrible à dire, mais ça n'a pas changé ma vie, en fait, cette histoire, parce que les auteurs travaillent chez eux, donc on est habitué à ce rythme-là. Je suis habitué à faire travailler avec ma femme, nos enfants aussi, donc nous, ça nous a pas beaucoup changé au final, cette histoire de confinement. Ça m'a permis de lire un petit peu plus, peut-être. D'accord. Mais pas des thrillers. Non, non, surtout pas. Non, non, surtout pas. Surtout pas. Les derniers livres que j'ai lus, c'est Circé de Madeleine Miller, que je vous conseille à tous, celle qui avait écrit Le Chant d'Achille aussi. Mais moi, je suis un grand passionné de mythologie grecque, donc voilà. Et Circé, c'est une femme, en fait, c'est une spécialiste un peu de la mythologie grecque qui s'est dit comment je pourrais raconter les histoires qu'on connaît depuis toujours de manière beaucoup plus moderne, en réappropriant les personnages, en rentrant dans le détail de leur vie et surtout en montrant une partie qui a été éclipsée dans la narration grecque, ou qui a été suggérée mais pas vraiment décrite. C'est brillant, c'est passionnant, c'est immersif, c'est intelligent. Voilà, si je vous encourage à lire ça, vous allez vous faire plaisir, vraiment. Voilà, plutôt que le dernier message, achetez Circé demain. Ah non, mais J'ai une petite question. Nico, tes livres sont très très visuels. Est-ce qu'il est possible est-ce que tu as déjà été approché pour une adaptation télé, ciné, série? Alors, en série, oui. Le CRI a été très vite optionné, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un producteur de cinéma ou de série qui dit, moi, je veux faire une adaptation, donc j'achète les droits pendant un an. Il n'y a que moi qui ai le droit d'écrire un scénario et d'essayer d'aller le vendre à une chaîne. Voilà, c'est ça une option. Et donc, il a été optionné 2 fois. Et ils n'ont pas réussi à faire un film, une série après avec. Honnêtement, je vois pas comment une production franco-française pourrait faire ça, parce que c'est tellement pas le genre d'histoire qu'on voit sur nos chaînes que je n'avais pas vraiment d'espoir là-dessus. Peut-être que se montrera quelque chose de plus international à terme, peut-être pas. Voilà, je ne cours pas après parce que ça ne m'appartient pas. Au début, j'étais stressé par ça. Même quand on m'a dit oui, c'est optionné, j'ai dit ouais, mais j'aimerais bien participer à l'écriture, etc. Et puis ça m'a stressé parce que j'ai bien compris que tout ça allait m'échapper. Donc aujourd'hui, je me dis voilà, je raconte mes histoires. S'il y a autre chose, on verra. Mais vous savez, il est beaucoup plus difficile. Enfin, le milieu de des scénarios, de la fiction, du cinéma, est un milieu qui est comment dire, beaucoup plus compliqué à apprivoiser et à travailler que celui de la littérature. Et il y a beaucoup moins de liberté, il fonctionne plus à la peur, alors que les livres, ça fonctionne encore à l'audace, j'ai l'impression, ou à l'envie. Donc, c'est pas les mêmes enjeux non plus financiers. Donc, voilà. Je me préserve. On va dire. Est-ce que tu peux nous dire dans combien de langues a été traduit le CRI? On va compter ensemble parce qu'en fait, alors bizarrement, il marche très très bien en France, mais il n'a pas été traduit dans les pays, les gros pays, comme on dit, les gros pays européens, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, ils n'en veulent pas. Non, non. Donc moi, je suis traduit dans d'autres pays, mais qui sont super, mais qui ont effectivement un lectorat un peu plus confidentiel en termes de chiffres, mais c'est pas grave. Donc je sais pas, il y a eu, ils font des belles couves. Hein. La Pologne. La Tchécoslovaquie, il y a la Grèce, il y a la Bulgarie. En anglais, du coup, il a été traduit? Comment? En anglais, il a été traduit? Non. C'est étonnant. Ah ouais? Allez, XO a encore du boulot alors. Ouais. Non, mais ils travaillent, hein, non, mais ils ont un service dédié, etc. Mais j'avais demandé pourquoi le CRI, par exemple, ça les intéressait pas en Allemagne, et la réponse était assez amusante. Ils dit non, mais toute la dimension qu'il y a de complot avec la CIA, tout ça, ça leur fait peur, ou je sais pas quoi. Alors peut-être qu'il y a des... Non, mais on n'a pas la même histoire hein, non plus, hein, donc je ne juge pas, voilà, je sais pas. Il y a quand même un truc, c'est que moi, ça me plaît, mais c'est pas des thrillers qui sont passe-partout non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a un risque pour eux à prendre, même si ça marche très bien en France. On n'est pas dans le thriller classique où on se dit, voilà, ça roule sur des rails, les gens vont s'y retrouver tout de suite.
on est en terrain inconnu, etc. On est entre le thriller, le policier, l'aventure, tout ça. Donc, vous savez, dès lors qu'on n'est pas rangé clairement dans une catégorie, c'est difficile de se faire reconnaître au-delà des chiffres de vente, etc. Donc, il y a cette dimension-là qui est peut-être difficile à prendre. Ou tout simplement, ils trouvent ça pourri et ils ont le droit aussi, mais ça, j'en sais rien. Bah, pourtant, tu touches justement plein de lectorats, comme tu dis, parce que c'est de l'aventure, c'est du thriller, c'est de l'historique. Et du coup, c'est vrai que c'est pas juste un lectorat de polar qui te lit, en fait. Les décideurs sont des gens qui ont besoin qui ont besoin d'être rassurés avant de parier. Voilà. Je pense qu'il y a de ça. Donc XO fait partie de ces éditeurs qui prennent des risques, qui parient sur les gens en France. Il y a certainement des éditeurs qui le font avec des gens dans le pays, mais peut-être que là ils se disent. Je sais pas. En plus, je parle dans le vide parce que ça se trouve, là, il y a des raisons plus factuelles, mais je ne les connais pas. Voilà. Mais effectivement. En termes logiques, c'est-à-dire en termes de, si on devait dire contenu des ventes, il devrait y avoir des adaptations, des ventes en France, il devrait y avoir des adaptations beaucoup plus massives dans les pays étrangers. Mais bon, c'est comme ça, ils sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent. Nico, il y a une question dans le chat que pose Laurent. Est-ce que tu as toujours la silhouette de Sarah en nuage de mots? Et c'est marrant parce que j'avais fait une story, tu sais, pour dire avez-vous des questions à poser à Nico? Et cette question a été posée plusieurs fois aussi. Oui, d'accord. C'est fou. Oui, je l'ai. Alors, je sais pas parce que comme là, je suis en train de ranger le bureau parce que j'ai fini un livre et que je dois travailler sur un autre et que j'en ai deux. Mais je garde tout en fait. Et d'ailleurs, grand dame d'une partie de ma famille qui me dit que j'en garde trop. Donc oui, mais je sais pas. Mais j'ai tout. En plus, je m'en sers comme marque-page généralement, donc c'est peut-être dans ma chambre. Donc, voilà. En tout cas, c'est chez moi. Et la question suivante qui revient le plus, c'est est-ce qu'on reverra Sarah dans d'autres aventures? Apparemment, elle manque à beaucoup de gens. Oui, mais elle vous manque parce que vous n'avez pas encore rencontré Grace. Voilà. Et, vous verrez, Grace va prendre de la place aussi, j'espère. Alors, on va se rencontrer toutes les deux, Sarah et Grace. Ah ouais, idée de génie, Caro. C'est pas mal, ça. Non, Sarah, il n'a jamais été question qu'elle ne revienne plus du tout, mais aujourd'hui, elle se repose, et moi avec. Et voilà, j'ai besoin de lui laisser du temps pour elle toute seule, pour que si je la reprends un jour, on ait d'autres choses à se dire et d'autres choses à vous dire aussi. Est-ce que Grace fera partie de celles qui la rencontrent? Je sais pas, ça on sait pas encore, on verra. On verra. Le dernier message sort demain. Ouais. Ça veut dire que toi, ton quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Tu es déjà sur un autre sujet à découvrir, à creuser? Ou ça veut dire que tu as besoin de faire un break avant de te relancer dans autre chose? C'est casse-pied parce que tu me forces à lire des trucs. Ah zut! Et même, je crois que j'en ai même pas parlé à mon éditeur encore. Mais t'as le droit à un joker, hein, c'est pas grave. Non, mais on est là pour dire des choses, sinon ça sert à quoi? Autant regarder la télévision avec des hommes politiques qui vous diront rien, donc autant vous dire des vraies choses. J'ai rien contre la politique, mais j'aime pas la manière dont on ne dit jamais les choses. Donc voilà, autant que je sois franc. Non, j'ai trouvé une idée qui m'a énormément enthousiasmé quand j'étais à la fin d'écriture du dernier message, mais le problème c'est que ça se prête pas à une histoire avec une enquêtrice, etc. Donc j'ai envie de continuer avec Grace, donc voilà, j'ai fait ça. J'ai parti, finalement non. Donc aujourd'hui, après je me suis un peu cogné la tête contre le mur longtemps. Et là j'ai décidé de faire un break de 15 jours en travaillant sur complètement autre chose. Et de voir voilà ce qui allait venir ou pas, et puis de me renourrir aussi. Voilà. Et ça se trouve pas facilement des gros sujets comme ça non plus. Hein. Donc, et le vrai souci, c'est que moi j'aimerais avoir beaucoup plus de temps, mais vous tous qui êtes ici, vous travaillez. Voilà, moi c'est mon métier, et dans le mot métier, il y a le mot aussi revenu, etc. Donc le truc, c'est qu'il faut doser le temps de recherche et le temps d'exécution aussi. Voilà, donc bon, mais ça prend du temps quand même de trouver le vrai gros sujet. Donc là, c'est vrai que je vais vous l'avouer, c'est la première fois depuis 4 ans que j'ai pas tout de suite le sujet qui va suivre. Voilà, donc je flippe. Je flippe, mais c'est pas grave. Je préfère flipper que de vous filer un truc pourri en me disant ouais, ça fera l'affaire. Voilà. Ouais, t'as raison. On est d'accord. Et puis en plus, on est assez patient parce qu'on sait que tu mets quand même quelques mois à mûrir, à écrire et à sortir le bouquin. Donc, nous, on t'attend sans problème. Avec le dernier message, on a de quoi faire, on a de quoi réfléchir. Tu donnes pas mal d'idées lecture à la fin également.
il y a, j'espère, la densité qui va vous nourrir pendant quand même un certain temps, quoi. Ouais. Et j'ai une petite question, du coup, comment ça se passe pour toi? On est toujours en période compliquée avec le Covid. Est-ce que tu fais quelques salons? Est-ce que tu fais quelques dates de dédicaces? A priori, tu vas à Saint-Étienne, non? Ouais, alors, a priori, mais jusqu'à nouvel ordre, voilà, je sais pas, je devais aller à Nice, ça a été annulé. Je sais pas ce qui va se passer. Toutes les dédicaces en FNAC, etc., sont annulées aussi. Donc, pour le moment, c'est ça aussi qui est un petit peu bizarre, c'est que la sortie va être moins en contact avec vous, les lecteurs, quoi. Donc ça, c'est pas inquiétant, faut pas exagérer, mais c'est déstabilisant, voilà, parce qu'on aime bien quand on a achevé un travail, voilà, d'avoir un retour et puis de voir les gens. Voilà. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais globalement, la plupart des salons sont annulés les uns après les autres, quoi. Voilà. Je vais vous donner le numéro de portable de Nicolas, comme ça vous pourrez lui envoyer des petits textos pour lui faire vos retours de lecture. J'ai le tien aussi, Caroline, donc on fera un échange à l'antenne. Donc, voilà, comment tu vis cette veille de sortie? Bah, déjà, non, écoute, j'ai eu une très bonne nouvelle hier, c'est que aujourd'hui, c'est que XO m'a annoncé que L'Île du Diable était numéro 1 des livres de poche au jeu cette semaine dans les ventes, donc c'était déjà un bon coup de canon pour démarrer. Ouais. Et tu sais, en fait, on se rend pas compte de ça parce que finalement, demain, le livre, c'est pas moi qui vais aller le mettre, c'est pas moi qui vais aller le vendre aux gens, c'est pas moi qui vais aller le mettre dans les mains des gens. Donc, non, c'est moi. Et je serais même pas comme un mec qui a un film qui peut aller voir la séance à côté, tu vois. Je peux pas être sur votre canapé pour voir ce qui se passe dans votre tête quand vous allez le lire. Donc, il se passe pas grand chose en réalité. C'est bizarre, hein, mais il se passe pas grand chose. Il se passe pas grand chose. Et il se passe des choses dans les salons, effectivement, parce que là, tu comprends ce qui se passe. Mais sinon, c'est très impalpable. Voilà. Et je suis un peu comme le chien de Colette, tu vois. Là, je suis pareil, quoi. Là, je suis dans le même état, quoi. C'est le mec un peu circonspect, quoi. Tu vois, voilà. Alors, n'hésitez pas à poster les photos de vous avec le livre de Nico sur son Facebook. Et Caro, tu nous montres ton t-shirt de super libraire? Ouais. Parce que quand même, comme on parle de libraire. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est Sandrine qui m'a offert pour mon anniversaire. Je ne suis pas parfaite, mais je suis libraire et c'est presque pareil. Voilà. Voilà, c'est pour toi, Nicolas. Ouais. Bah, non, mais je veux dire, on va pas reparler des qualités de libraire de Caroline, bon, et de ses qualités humaines, voilà, ça reste entre nous. Donc, mais en tout cas, moi, je suis vraiment déçue parce que tu devais être le président de mon 4e salon du polar au mois de mai dernier, et c'est vrai que c'était un crève-cœur parce que je savais qu'on allait faire une super édition ensemble, et bon. Ça va être encore mieux l'année prochaine. Ouais. Moi, je suis là, en tout cas. Je serai disponible, voilà, avec ou sans masque, si ça se fait, avec plaisir, quoi, évidemment. Donc, voilà. C'est chouette. Merci. Merci de ta fidélité, en tout cas. C'est vrai que tu es très fidèle en amitié comme moi, et je te remercie. C'est super agréable. Et en plus, on voulait te remercier parce qu'on en a parlé juste avant que tu arrives à te connecter, mais tu nous fais des super dédicaces personnalisées aux autres, et tu es un des rares auteurs à prendre ton temps et vraiment à faire des dédicaces qui nous vont droit au cœur. Donc, de la part de tout le monde, merci beaucoup. Bah, alors, je sais que c'est quelque chose que je fais en salon et qui prend du temps, mais que je tiens à faire tout le temps. Voilà. Il y a les dédicaces pour nous, pour les lecteurs, mais il y a aussi la dédicace du livre, donc à ta femme et à tes filles, que j'ai trouvé très belle. Et puis il y a les remerciements que moi je lis toujours, parce qu'effectivement, surtout les tiens, ils sont extrêmement détaillés et chaleureux. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui ne lisent jamais les remerciements, lisez-les, ça vaut le coup. Vous saurez comme ça ce que m'a dit ma femme quand elle a su que j'avais terminé mon livre. Voilà. T'as pas bien le charrier d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, on a cru comprendre, qu'il y avait une prochaine sortie du côté de Madame. Oui, Caroline, qui porte donc le même prénom que vous deux, écrit aussi, ma femme. Elle, c'est de la romance historique, donc c'est un autre domaine. Il est en lecture actuellement chez des éditeurs, donc voilà, on ne peut pas parler de sortie encore parce que c'est le même parcours que moi chez XO, c'est pas fait, mais quand ça sera super. Et c'est génial parce que il y a un souffle historique, et en plus on apprend beaucoup de choses et surtout on s'attache énormément à l'héroïne principale, qui est pas trop normalement ma cam comme on dit, mais c'est pas parce que c'est ma femme, mais vraiment j'étais à fond dedans. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Du coup, vous lisez entre vous?
Ah bah, c'est ma première lectrice, ouais, ouais. Mais elle est cool. Elle est bienveillante, elle est cool. Moi, je suis horrible. Je suis horrible parce que non, mais je suis horrible parce que je ne pourrais pas être éditeur parce que je ne sais pas dire les choses de manière sympa. Donc, je dois faire vraiment un effort pour. Non, mais ouais, c'est bien, mais là, tu vois, ce serait bien que, en fait, généralement, ça sort de. Mais comment tu peux écrire ça là et là alors que c'est pas cohérent, voilà. Donc, je suis pas fait pour ce métier, pour dire aux autres les choses comme ça. Je suis pas bon. Et c'est comme ça que je me parle quand j'écris. Alors, voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. J'ai envie de te dire, continue comme ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, continue à te faire à te dire que non, c'est parfait. Donc, le dernier message, franchement, jetez-vous dessus demain en librairie. C'est XO a écrit un thriller époustouflant. Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça. On est embarqué du début à la fin. On voyage, on change d'univers, on découvre Grace et on referme le livre. Moi, la deuxième partie m'a complètement glacée, encore plus que la première. Et quand j'ai refermé le livre, je suis descendue voir mes enfants et j'ai dit vous m'éteignez tous les écrans. Voilà, ça m'a vraiment fichu un coup de décharge électrique. Et c'est vrai que je compte acheter également La Fabrique du crétin numérique, digital que tu cites également dans les livres qui t'ont inspiré à la fin de ton bouquin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. C'est très gentil d'avoir pris le temps, d'avoir été patient. Et puis en plus d'être curieux, voilà, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux. Donc moi j'adore la curiosité, donc j'espère que je vous ai donné quelques infos qui ont eu un petit plus dans votre quotidien, en tout cas dans ce que j'ai pu vous raconter aujourd'hui. Voilà, j'espère. Et la semaine prochaine, on reçoit l'une de tes collègues XO, on reçoit Amélie Antoine. Ah mais Amélie, on se croise jamais, on s'est croisé une fois sur un salon, mais ça suffit pour voir que c'était, je pense, une vraie belle personne qui a des choses. Une belle personne, Amélie. Ouais. Bien remis à raconter. Avec Caro. Un Caro. Ouais. On ne choisit que des belles personnes. Ouais, exactement. Ouais. Que des coups de cœur pour nous. Donc j'espère que vous aura donné envie de lire le dernier message. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci Nico d'avoir pris le temps et de nous avoir accordé une avant-première ce soir. Et puis bonne journée sortie demain. Ouais. Je vais quand même aller voir ce qui se passe dans les rayons quand même, tu vois, et déguiser. T'as raison. Ça peut pas faire de mal. Ouais. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous. On vérifie que tout le monde se déconnecte. C'est bon. Reste Marc. Salut Marc. Nico, t'es encore là ou pas? Ouais, je suis là, mais tu sais, ça marche toujours pas. Hein. Non, mais c'est pas grave.